Bon, on est parti. On remet depuis le début, évidemment. Tribunal de Laon. Lundi 14 novembre 2016, s'ouvre le procès Comme par hasard, Lens, c'est là où j'étais gendarme. d'une affaire Pas loin. unique dans les annales judiciaires. D'accord. L'audience est ouverte, asseyez-vous. Dans le box, deux femmes. Véronique Pierret, une infirmière de 56 ans. Ici, avec des béquilles. Oui, elle a pris cher par le temps, là. Le procès, il se passe 20 ans après ou c'est comment? C'est pas la même sur la photo, là. Il y a un petit délai de temps, là. À ses côtés, Émilie Viseur, une jeune femme de 29 ans. Après 3 ans de Qui n'est pas du tout la même. Je crois que ce n'est pas les deux mêmes personnes. C'est pas les deux mêmes personnes, c'est pas possible. détention provisoire, les deux amies sont méconnaissables et Tout à fait. feraient presque pitié. Ouais, complètement, on est d'accord. Et pourtant, elles sont accusées d'avoir commis un crime atroce. D'un commun accord, elles auraient fait assassiner leurs ex-conjoints respectifs. Ah oui, d'accord. Elles se sont pas C'est fait un chier. arrangement entre amis. Je t'aide, tu m'aides, on se débarrasse de nos ex. Oui, c'est vrai que C'est comme dans un film américain. Je tue un tel si tu m'aides à tuer un tel. Voici Pas commun. l'incroyable histoire d'un pacte criminel entre deux femmes assoiffées de vengeance et sans scrupules. c'est pas les mêmes encore. Elle hein. lui a dit, texto, je te buterai et tu le verras pas venir. Je ne les reconnais pas. Il y a un problème là où il y a deux affaires en une, mais c'est pas possible. C'est pas les mêmes. C'est un cauchemar. Et si tout le monde était comme ces deux femmes, les rues seraient jonchées de morts. Heureusement, madame. Ça fait deux fois. Heureusement. Dans ma carrière de policier, deux femmes comme ça, aussi machiavéliques, c'est une première. J'ai jamais été confronté à un tel scénario. Ah, là, c'est vraiment... C'est du haut vol. Elles sont diaboliques. Bah, comme ça, paye pas de mine. Hein. À cet âge-là, forcément, à cet âge-là, on paye jamais de mine. Mais même à l'ancienne, quoi, c'était plus jeune, elles avaient pas l'air excessivement méchantes. On va comprendre, on va essayer de comprendre pourquoi. Allez, raconte-nous. Tout commence le vendredi 15 mars 2013. Myriam s'apprête à rejoindre son compagnon Dominique Laplace dans son pavillon de Caumont, un petit village de 600 habitants près de Compiègne. Ça me dit quelque chose. Je connais. J'arrive chez Dominique, il doit être à 17h50. Donc là, j'arrive, le portail est ouvert, donc je rentre dans la cour. Mais alors que Myriam s'apprête à se jeter dans les bras de son amoureux, la jeune femme va finalement plonger dans l'horreur. Et je frappe et j'entre, la porte n'étant pas verrouillée. Donc j'entre et dans l'entrée, je trouve donc Dominique dans une mare de sang. Ok. Myriam va découvrir le corps de Dominique Laplace, tout près de la porte d'entrée, allongé, face contre terre, pieds nus. À ce C'était les pieds de moment-là, femme, ça. effectivement, elle est choquée. Elle est affolée, elle crie, elle est désespérée, elle ne comprend pas. Oui, c'est normal, tu vas voir ton mec. Il y a de la mare de sang, tu vas pas faire oh là là, il y a de la mare de sang. Et ben je vais aller chercher les croissants. Non, 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 tu cries. Je pense que tu cries. C'est inattendu, quoi. En fait, moi, j'étais dans un état de sidération, en fait. Je l'ai appelé plusieurs fois, je me suis approché de lui. Comme il ne bougeait pas, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Évidemment, Myriam appelle immédiatement les secours. Mais à leur arrivée, il est trop tard. Les secours vont constater. Ah, Pépère, ça devait faire un petit moment à mon avis, qu'il était refroidi, comme on dit. Je vais baisser un peu le son du retour. Je pense que ça faisait un petit moment qu'il était refroidi depuis peut-être... Allez, peut-être... Allez, je fais un guess fin de soirée. Après, ça dépend s'il était rigide, s'il avait des marbrures, ça dépend de plein de choses. Donc là, on n'a pas tant d'infos que ça. Ça me paraîtrait quand même... j'allais dire entre 22h et minuit, mais s'il était pas rigide et tout ça, ça venait de se faire, quoi. Allez, peut-être 1 heure à 2 heures avant et encore. Allez, je dis un guess entre minuit et 1h. Allez, go. Constater le décès de Dominique Laplace. Le pompier m'a dit que c'est fini, quoi. Ah ben là, c'est comme si, physiquement, c'est comme si vous avez un pain de glace qui vous transperce de la tête aux pieds, en fait. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression d'avoir froid, quoi. C'est un cauchemar, quoi. Je suis dans un cauchemar, en fait, c'est pas possible. Myriam alerte les sœurs aînées de Dominique, Françoise et Chantal. D'accord. Elles se précipitent au domicile de leur petit frère.
J'arrive, il y a toutes ces voitures, et je dis mais Dominique est blessé. On m'a dit non, il est mort. C'est difficile. Et au volant de ma voiture, j'arrêtais pas de répéter. Complicado, hein. Je vous en supplie, mon Dieu. Je vous en supplie, mon Dieu. Je criais. Ah, la pauvre. Les gens ne savaient pas encore qu'il était mort. Pauvre petite dame. Parce qu'on l'avait assassiné, je ne le savais pas encore. Elle est encore bien trop main. Je sais pas quand ça a été tourné. Je sais pas si y a la date, mais la date là. Canal Crime l'a mis en ligne il y a 6 ans, hein, déjà. Ça a été fait en 2013. Ouais, c'était encore bien frais pour elle, hein. Ça devait être pas mal dur là, hein. En effet, la mort de Dominique Laplace est loin d'être le seul choc pour ses proches. Car les gendarmes vont aussi leur apprendre qu'il a été tué dans d'abominables circonstances. Après, s'il est dans une mare de sang, c'est rare que tu te le fasses tout seul en général. À moins que tu te mettes, du coup, que tu te suicides, que tu te mettes une balle dans le gosier ou dans le crâne ou peu importe, oui, il peut y avoir du sang. Une mare de sang, comme il le disait, c'est plutôt rare. Ça coûte combien une séance avec toi? 120 oui. 120 €, mais les gens payent vraiment ça? Et mon agenda, il est même plein 3 semaines à l'avance. Ah, c'est incroyable. Manifestement, on se rend compte immédiatement qu'il s'agit d'un décès qui n'a rien de naturel, un décès qui a été très... Et du coup, juste pour ceux qui ne savent pas, quand il y a un décès qui est suspect, un médecin arrive pour constater... Je vais y arriver. Pour constater le décès... Je vais me redresser un peu. Pour constater le décès... Et il faut en trouver un médecin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, en général, après, dans les circonstances comme ça, il peut y avoir la police scientifique qui vienne. Mais déjà, il faut trouver un médecin qui veuille venir. Et ça, c'est compliqué. Mais une fois que le médecin est sur place, si la mort est suspecte, il pose ce qu'on appelle un OML, un obstacle médico-légal. Ce qui, en gros, le médecin dit, c'est pas naturel, ça. Donc... il pose un OML et là, gel des lieux, tout ça pour les crimes, gel des lieux, en gros, on fige les lieux. Photos, tout ça. En général, quand il y a un OML, il y a une inspection de corps. Et si l'inspection de corps ne suffit pas, on passe à l'autopsie. Et c'est à l'autopsie qu'on peut voir en profondeur s'il y a des contusions, s'il y a d'autres choses, s'il a été empoisonné, tout ça. Bon, là, en l'occurrence, c'est mare de sang. Bon, on a eu un petit indice au début, il faudrait que je saute le début à chaque fois. Bon, là, on devine du coup que c'est les ex qui ont fait ça. Maintenant, comment, pourquoi et avec quoi ils ont fait ça, mare de sang, s'il n'y a pas de douille qui a été retrouvée à côté, tout ça. Après, je m'avance peut-être, hein, là, on n'a qu'à 5 minutes. Hein. Mais ça peut être coup de couteau, couteau, machette, enfin tout ce qui est contendant. Donc, faut voir. Après... ouais, ça peut être ça. Objet contondant. Allez, on fait un guess. Objet contondant, couteau, machette, tout le tintouin, quoi. Tout ce qui coupe. Quoi. Violent. Nous constatons des traces de défense au niveau des mains, donc il a été coupé par la lame d'un couteau. Bingo. Là, j'aurais dû commencer le bingo. Bingo. Il y a eu forcément une altercation entre Dominique Laplace et son agresseur. Oui, il n'était pas surpris. Mais surtout, selon le médecin légiste, Dominique Laplace a été la cible d'un tueur impitoyable qui ne lui a laissé aucune chance. Qui lui en voulait, c'est-à-dire qu'il avait de la haine envers lui. Dominique Laplace est décédé d'une plaie par arme blanche au niveau du cœur. Pour que ça saigne énormément, pour qu'il y ait une mare de sang, il faut que ça soit une artère, soit au niveau du cœur directement. Il n'y a pas d'autre solution. Pour les petites veines, c'est compliqué de faire beaucoup saigner. En fait, une petite veine, ça va saigner en coulant, quoi, en gros. Et une artère, ça va aller en jet, forcément, le cœur. Applique une contraction et ça envoie le sang, ça passe par les artères, ça gicle. Donc forcément, s'il y a beaucoup de sang, c'est qu'il y a soit le cœur qui a été touché, soit une artère. Voilà. Il a été poignardé en plein cœur. Voilà, il est mort en moins d'1 minute, 8 minutes. Ça va très vite. Hein. Maximum. Quand on est poignardé en plein cœur, ça laisse entendre qu'il n'y a aucune chance de survie. On veut vraiment atteindre la vie de la personne mort, et puis l'éliminer tout de suite. Quoi. Ouais. Pire. Selon l'expert, alors que Dominique était déjà décédé, son meurtrier s'est littéralement déchaîné sur lui. On part sur combien de coups de couteau? Allez, je pars sur une 40aine. Après cette mort, on a continué à le frapper. Combien de fois?
Il a été frappé à plusieurs reprises, donc derrière la tête. Il y a eu un acharnement et ça signifie que l'agresseur a toqué à cette porte en sachant pertinemment qu'il allait tuer Dominique Laplace. Donc, c'était... j'ai perdu le mot, je l'allais le lire. C'était prémédité, ce qui veut dire que c'est un assassinat, et pas un meurtre ou un crime, c'est un assassinat. Ce type d'acharnement peut laisser entendre une vengeance ou quelque chose de ce type-là. Pour les proches aussi, c'est le coup de grâce. Ça paraît inconcevable, mais ayant pris un coup de couteau en plein cœur, étant déjà au sol, on lui remet un coup. Là, vous avez juste envie de vomir. Il est déjà mort. Alors, qui a poignardé Dominique Laplace en plein cœur avant de s'acharner sur son cadavre? Mais combien de fois? Et surtout pourquoi? Quarantaine, j'ai peut-être un peu loin. Ouais. Pour le moment, le mystère reste entier car le meurtrier a pris soin de ne laisser aucun indice derrière lui. Ok. Le tueur n'a laissé aucune trace, pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, pas de postillon, même pas un cheveu. Et ça... Ce qui veut dire qu'il était ganté, cagoulé, capuché, tout le tintouin. Donc encore plus là, le caractère prémédité, il prend encore plus tout son sens. Donc là, on est en plein dans l'assassinat. Et c'est quelqu'un, du coup, qui connaît un peu, ou qui est très minutieux, très maniaque. Si on peut dire ça. C'est extrêmement rare sur une scène de crime, la police découvre toujours. Un micro-élément. On est presque sur un crime parfait. Même sur le corps de Dominique Laplace, il n'est retrouvé aucune trace ADN. Ah oui, Et puis, c'est malheureux à dire, mais c'est propre. C'est propre. J'allais dire, c'est quelqu'un qui connaît, et que ça se trouve qui a déjà fait ça. Mais vu qu'on sait que c'est les ex, ça m'étonnerait que les ex soient des tueuses en série. Donc, mais c'est quelqu'un qui est très minutieux. Hein. Oui. Autre difficulté, la victime n'a absolument pas le profil d'un homme à problème. Bien au contraire. À 45 ans, Dominique Laplace était considéré comme un homme généreux, toujours prêt à aider son prochain. Peut-être une question d'argent, peut-être. Son métier l'atteste, puisqu'il était éducateur spécialisé depuis 18 ans. Dominique s'occupait d'enfants qui avaient des problèmes relationnels Donc, avec les parents. Il aimait beaucoup les enfants avec qui il travaillait et je pense qu'il l'aimait bien aussi. Je pense que oui, ils étaient très attachés à leur éducateur. Hein. Un jeune homme bienveillant et bon. À Caumont, dans l'Est. C'est dur comme taf, hein, ça, éducateur spécialisé avec les enfants défavorisés et tout ça, c'est très dur. Donc oui, il devait être bien aimé à mon avis dans le quartier, mais même si c'est pas un quartier, c'est Caumont, c'est une commune. Je veux dire dans la région. L'homme semblait mener une vie paisible, centrée sur la nature. Les activités tournaient souvent autour des sorties en forêt. Il avait toujours des petites anecdotes à raconter sur telle fleur, telle fougère, ou tel animal qui était passé, on regarde les traces. On l'appelait un peu l'homme des bois. La nature, c'était extrêmement important pour lui. Ouais. Dominique Laplace, c'était un homme passionné. Féru d'archéologie, l'éducateur aimait aussi jouer les chasseurs de trésors. Ça, c'est bien ça. Ça doit être bien à faire. Il ça. avait un goût particulier pour la prospection. C'est une activité qui consiste à aller avec son détecteur sur certains terrains, dans des champs, pour aller trouver des bouchons de bière. Des zones agricoles, et à récupérer des pièces anciennes, éventuellement des bijoux très anciens. Les gamins semblaient beaucoup apprécier ce type de sortie. Et puis surtout, depuis 2 ans, Dominique avait trouvé l'amour avec Myriam, une copine de lycée. C'est bien, ils se sont retrouvés. C'était quelqu'un de très prévenant, très gentil, très drôle. Nous, on se marrait beaucoup, quoi. On s'entendait bien, quoi. Jalousie, quand tu nous tiens. L'ex ne supportait pas, ça se trouve. Il a eu une relation pourrie avec son ex. Et l'ex a vu qu'il s'entendait super bien avec sa nouvelle femme. Le disjoncteur, il a sauté. Je pense à ça, c'est possible. Bah après, c'est facile, hein. On a eu le début de l'épisode, nous ont dit que c'était les ex. Voilà. Mais en ayant cette caractéristique-là, on peut penser du coup qu'avec l'ex, c'était pourri, ça allait pas. Et du coup, avec cette nouvelle femme, ça allait, tout va bien, et elle a pété un câble, l'autre. Elle s'est dit pourquoi elle ça va et pourquoi pas moi. Dominique Laplace, c'est un homme qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'ennemis. Donc on n'a que du positif, rien qui permette dans l'immédiat de confondre le ou les auteurs. A priori, Dominique Laplace semblait donc mener une vie normale et sans conflit. Donc, aucun ennemi.
Seulement les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir qu'en réalité, il y a une personne dans l'entourage de Dominique qui ne le porte pas vraiment dans son cœur. Entendue par les gendarmes dès le lendemain du crime, Françoise, la sœur de Dominique Laplace, va faire des déclarations détonnantes. Elle en est persuadée. C'est l'ex-compagne de son frère, une certaine Véronique Pierret, qui l'aurait éliminée. Quand on m'a dit il est arrivé un drame chez Dominique, j'ai pensé que c'était elle qui l'avait tué tout de suite, immédiatement. Ce qui prouve encore une fois, vu que la famille est au courant, ce qui prouve que leur relation était à chier. À chier, il y a même eu, ça se trouve, des trucs qu'on ne sait pas. Mais ça prouve que leur relation était à chier. Pour que la sœur dise direct, c'est elle. C'était pas une relation normale, quoi. Véronique Pierret, c'est la femme avec qui Dominique a passé 13 ans de sa vie. Ah, quand même 13 ans. Véronique Pierret, c'est une infirmière qui a 54 ans. Ah, infirmière. Donc ce qui veut dire qu'elle savait comment faire pour le tuer. Cette femme est un peu excentrique, hein. Elle appelle tout le monde chérie, elle est assez exubérante. Véronique Pierret est décrite comme une très Elle a la tête d'une libertine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. belle femme. Une femme, dira même le médecin-chef de service, sensuelle et sexuelle. Eh. Vous voyez, j'ai peut-être pas été médisant en disant ça. Regardez, rien que la photo. Ça se trouve, madame est vraiment libertine. Pourquoi il y a ce qu'elle veut. Elle est séductrice, elle est enjouée, elle est enjôleuse. C'est une infirmière très particulière, très particulière. C'est en 1996, Elle aime l'humain. Voilà. un peu par hasard, que Dominique fait la rencontre de Véronique. Il a 27 ans, elle en a 36. Et malgré ses 9 ans d'écart, le jeune étudiant tombe sous le charme de l'infirmière, irrésistible et surtout très entreprenante. Irrésistible, après voilà, c'est surtout parce que ça se trouve, il avait faim au début. Hein. Il avait eu un accident de voiture et il s'était cassé le fémur, donc il était dans son service. C'est parti immédiatement, quoi. Elle s'est tapé le patient. Ce qui lui plaisait en elle, c'était cette désinvolture, cette extravagance. Lorsque j'ai vu arriver Véronique Pierret dans la famille, moi aussi, je me suis dit, oh là là, elle est flamboyante, cette femme. Oui, flamboyante. Oui. L'éducateur, réservé, et l'infirmière extravertie. Non, mais... on voit qu'elle a l'habitude, ma mère. Hein. Effectivement, elle est flamboyante. Hein. Elle fume. Hein. Faut la mettre dans l'eau gelée, celle-là. T'aimes passionnément. Une passion, parfois dévorante. C'est un couple qui est atypique. Ça va être une relation charnelle. Dominique Laplace et Véronique Comme par Pierret ont hasard. une relation aussi intense que destructrice. C'est un couple qui s'aime et qui se déteste. Ça a explosé et puis elle revenait. C'était tout le temps du je t'aime moi non plus, ouais, c'était ça. Ça se voit qu'elle est comme ça. Hein. Seulement un beau jour, Dominique Laplace a décidé de rompre définitivement avec Véronique. Et selon sa sœur, c'est à partir de ce moment-là que les ennuis auraient commencé pour son frère. Car Véronique se serait montrée d'une extrême violence. On y arrive. Françoise nous a indiqué que lors d'une dispute, Véronique a jeté un pot de fleurs au visage de Dominique Laplace qui lui a cassé toutes les dents du devant. Elle s'est mis un objectif en tête, pourrir littéralement la vie de Dominique Laplace. Et ce n'est pas tout. Depuis que Dominique avait refait sa vie avec Myriam, Bingo. Putain, faut vraiment qu'on le fasse ce bingo. J'avais raison. Bon, après, c'était pas compliqué à deviner non plus. Hein. La nana vient se venger. C'est pas que la relation était bonne. Hein. Ou alors elle aurait pu être bonne et ultra jalouse qu'elle refasse sa vie avec quelqu'un et que ça se passe bien aussi. Mais j'avais le bon guess. Effectivement, ils avaient une relation pourrie. Bon, pendant 13 ans quand même, faut tenir pendant 13 ans. Mais pourrie. Voilà. Et du coup, ça se passait très bien avec cette petite dame. Elle a pété un câble. la pression exercée par son ex serait montée d'un cran. Il s'est rendu compte qu'elle était dangereuse, quoi. Depuis la rupture, il était tout le temps sur le qui-vive. Bah, t'as perdu toutes tes dents de devant. Oui, effectivement, elle est dangereuse, ma mère. Là, faut pas aller chercher bien loin, mon grand. T'aurais dû le deviner assez vite, quoi. Il vit dans la peur, parce qu'il a été victime de menaces. Véronique Pierret avait dit à Dominique, tu ne vas pas refaire ta vie comme ça, je te crèverai et tu ne sauras pas quand. Il y avait des indices, hein. Immédiatement, j'ai pensé que c'était elle qui avait mis sa menace à exécution. Une femme apparemment violente Elle l'a dit, hein. qui aurait menacé son ex-compagnon. Elle l'a pas pris par surprise. Hein. Elle y a dit. Pour les enquêteurs, la piste est sérieuse. Ah bah oui. D'autant que Françoise n'est pas la seule à avoir des soupçons sur Véronique Pierret.
L'enquête de voisinage et des proches effectuée par la gendarmerie confirme complètement les déclarations de Françoise, la sœur de Dominique Laplace. À chaque fois qu'une personne entendue désigne un éventuel assassin, à chaque fois c'est le nom de Véronique qui arrive. On va s'apercevoir que Dominique Laplace n'a qu'un seul ennemi, c'est Véronique Piret. Mais oui, Véronique mais c'est normal. Piret. Elle y a dit, je vais te crever. Tout est dans l'intitulé, je vais te crever. Là, il n'y a pas grand suspense, honnêtement, dans cette enquête-là. Hein. Paraît comme le suspect numéro 1. On décide donc d'aller l'auditionner à son domicile. Sans plus tarder, les gendarmes décident d'aller rendre visite à l'infirmière, à son domicile de Saint-Gobain. Et ils vont être surpris, car Véronique n'oppose aucune résistance à leur visite. Oui, Elle va même leur proposer son aide. Véronique Piret, faut paraître le moins suspicieux possible, donc elle a raison d'agir comme ça. Hein. prime abord, est une femme sympathique. Elle accueille les enquêteurs en coopérant. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Ah, et puis forcément, elle a vu l'uniforme MR, elle a mouillé culotte. Hein. Elle paraît sereine. On se dit pas que c'est la meurtrière de Monsieur Laplace Dominique. Non. Et voici ce que Véronique raconte aux gendarmes. Elle a changé. Hein. Êtes-vous mêlé de près ou de loin à la mort de Dominique Laplace? Ah non, pas du tout. J'étais très contente qu'il refasse sa vie. Oh, c'est horrible ce qui est arrivé quand même. Absolument pas. Je suis sous le choc. Je n'y comprends rien. Véronique nous soutient qu'elle l'a pas vu depuis 7 mois, qu'elle a tourné la page. Elle dit que même si parfois elle y en a voulu, que même si parfois ils ont eu des différends, des disputes, jamais au grand jamais elle ne pourrait attenter à ses jours. Elle y a balancé un truc dans la gueule, elle y a déchaussé toutes les dents de devant, mais elle pourrait jamais attenter à ses jours. Mais non. Elle en veut, mais malgré tous les litiges qu'ils avaient, ça ne peut pas justifier un meurtre. C'est ce qu'elle nous vend. Comme il le dit. À l'écouter, Véronique Piret n'a donc rien à voir avec le meurtre de son ex-compagnon. Et elle a même un alibi pour le soir du crime. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Elle était en promenade, chez un ami. Alibi qui paraît plausible. Selon le médecin légiste, Dominique Laplace est décédé au cours de la nuit du 14 au 15 mars entre 22h et 23h. Oh, je suis bon, putain, j'avais dit 22h. Entre 22h et minuit, tous mes guesses sont bons pour l'instant. Juste, j'avais pas les caractéristiques du corps. Je sais pas s'il était raide et tout ça. Donc, à mon avis, il était bien raide. C'est un peu glauque comme détail, mais bon, on va dans les détails. De toute façon, la chaîne prend cette tournure-là. Donc, on va prendre cette tournure-là. Il devait être bien raide, à mon avis. Bien froid. Donc, mon guess était pas mal. La veille du jour où Dominique Laplace a été retrouvée. Or, selon Véronique Piret, ce soir-là, elle était chez elle, en famille. Une soirée qu'elle n'aurait ratée pour rien au monde, car Mallory, son neveu préféré, serait venu lui présenter sa nouvelle compagne, Émilie Viseur. D'accord. Mallory Cubel, il est très proche de Véronique Piret. Il la considère un petit peu comme une seconde mère. Et donc, il est venu présenter sa nouvelle petite amie, Émilie Viseur. Seulement, chose étrange ce jour-là. Ah, la photo. Vous savez à qui me fait penser, là? Là, elle me fait penser au clown dans Scary Movie, là. Attendez. Clown Scary Movie. Voilà. Elle me fait penser à lui. Voilà. Pour moi, c'est exactement la même personne. Ah non, j'avais une bonne photo là. Là. C'est exactement la même. Regardez. C'est pareil. Voilà. C'est clairement un démon. Ça se voit sur elle. Je peux rien faire de plus. C'est un démon. Alors qu'elles ne se connaissent pas, Véronique et Émilie seraient devenues les meilleures amies du monde. Après, il y a un indice, elle est peut-être sataniste, ma mère. Après, ça veut rien dire, attention. Ça veut rien dire, mais elle est peut-être sombre aussi, la petite, là. Elle explique que le courant est passé avec Émilie Viseur, qu'elles se sont bien entendues. Émilie Viseur va se sentir en confiance avec Véronique Piret, va lui raconter sa vie. Il y a vraiment eu un coup de foudre amical entre ces deux femmes. Elles passent la nuit à discuter comme deux vieilles copines. Et donc, pour la première fois, elles se rencontrent et elles deviennent inséparables, au point d'avoir besoin de se revoir le lendemain. Les enquêteurs vont bien évidemment... Et oui, qui dit, s'entendent bien, qui dit « Je vais te couvrir pour ce que t'as fait, ma grande, parce que je t'aime bien ». Donc, il y aura sans doute complicité. Demander confirmation et à Mallory Cubel et à Émilie Viseur, qui vont confirmer purement et simplement les dires
de Véronique Pierret. Voilà. L'alibi de Véronique semble donc solide. D'autant que matériellement, il semble impossible qu'elle ait pu faire du mal à qui que ce soit. Parce que madame est en On se rend compte que madame Pierre et Véronique marchent avec des béquilles. Elle est obligée de céder de béquilles pour avancer. C'est un alibi. Enfin, c'est un... Elle ne peut pas en même temps tenir sa canne anglaise et poignarder au cœur Dominique Laplace. À ce stade de l'enquête, les gendarmes doivent bien l'admettre. Ils n'ont aucun élément pour étayer leurs soupçons à l'encontre de Véronique Pierret. Mais est-ce que c'est vrai, sa canne Est-ce qu'ils l'ont fait voir par un médecin pour confirmer qu'elle était bien handicapée, partiellement et temporairement, mais est-ce qu'ils ont montré à un médecin tout simplement, parce que ça se trouve c'est du chiquier complet pour dire bah non, oh là là, je suis invalide physiquement, je peux pas poignarder un homme. C'est malin de sa part. Honnêtement, c'est malin de sa part. Les gendarmes repartent un peu à zéro. Et ils se sont emballés avec un suspect qui était presque trop beau, et d'un seul coup, tout retombe. C'est sûr. Il n'y a plus rien. Alors, qui a tué Dominique Laplace ? Aussi fou que cela puisse paraître, c'est un autre crime qui va apporter aux enquêteurs un début de réponse. En effet, chose improbable, le lendemain de l'assassinat de Dominique, à 40 km de Caumont, c'est pas loin. Le village de Laon a lui aussi été frappé par une affaire de meurtre. Village de Laon, village, c'est une ville, Laon, non ? J'étais gendarme pas loin, j'y ai été plusieurs fois, c'est une ville, non ? Cette fois-ci, la victime s'appelle José Barrère. Il a 47 ans, il est tatoueur de profession. D'accord. La police de Laon, elle est en train d'enquêter sur le meurtre de José Barrère qui a eu lieu le 15 mars 2013, soit 24 petites heures après le décès de Dominique Laplace. Ce soir-là, José Barrère était tranquillement chez lui avec sa compagne, Laura, lorsqu'il va tomber dans un véritable guet-apens. On regardait tout simplement la télé à ce moment-là, donc il y a quelqu'un qui frappe au volet de la porte d'entrée. Ouais. Et donc lui, quelques minutes après, il va ouvrir juste la porte sans ouvrir le volet. Il demande qui c'est, et là il dit excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là la personne lui répond si vous pouvez sortir s'il vous plaît, faire un constat, j'ai esquinté votre voiture. Une voiture. Alors là, c'est très malin de la part aussi de la femme qui a fait ça. Hein. C'est très malin. Hein. Mais en pleine nuit, moi je demande que tu m'envoies que tu montres une photo. Je ne me déplace pas, c'est hors de question. Femme lui explique qu'elle vient de rayer son véhicule et lui demande de sortir. José s'exécute et sort dehors pour rejoindre cette femme qu'il ne semble pas connaître. Il l'a même pas reconnue. Les minutes passent et ne voyant pas revenir son compagnon, Laura commence à s'inquiéter. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir à la fenêtre qui donnait dans la rue. Et c'est là que je vois une voiture, la porte côté passager, claquer et partir à toute vitesse. Une voiture part en trombe. À l'intérieur, Laura semble apercevoir deux silhouettes. Puis sortie. Et c'est là que j'ai vu plein de sang. José Barrère a reçu une balle en pleine tête. Une balle en pleine tête sans que sans personne n'entende de coup de feu. Alors même avec un silencieux, c'est pas comme dans les films, ça fait pas ça fait pas ça. Ça fait quand même un bruit, ça fait quand même une détonation. Personne n'a entendu. Du coup, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les pompiers tout de suite. Pareil, étrange quand même ça. Accompagné par son amie Laura, le tatoueur est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. José Barrère est dans un état critique. Ah bah tu m'étonnes. Bah, dans la tête. Faut s'en sortir, faut le faire. Ça dépend où elle a été tirée après. Un médecin rentre dans la chambre et là il nous dit on est désolé mais José est en train de partir en fait. Donc, qu'il y avait plus d'espoir que c'était en train de se terminer en fait. Il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Pourtant, José est encore conscient et il comprend même ce qu'on lui dit. Ouais, après, oui. Alors le brigadier Martel en profite pour tenter de l'interroger. Oh, c'est chaud. Tu sais que le gars, il est en train de partir, en train de mourir, et tu dois l'interroger. C'est tendu quand même. Hein. Même pour la femme, en vrai. Et derrière un moment, il les passe avec la gendarmerie pour dire ce qui s'est passé. Mais après, bon, s'il est condamné, malheureusement. Donc José ne pouvant s'exprimer, on adopte la technique de l'ardoise.
où à l'aide d'une ardoise et d'un feutre, on lui demande d'écrire un nom. Ils lui ont demandé s'il savait qui pouvait lui en vouloir. Et là, miracle. Avant de mourir, José Barrère va trouver la force de répondre. C'est ouf. Il va écrire 3 lettres, E, M et L. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans une enquête criminelle. Une victime qui, juste avant de mourir, réussit, et déjà est consciente, et réussit à indiquer peut-être je sais pas, les pseudos ou l'acronyme du prénom. C'est incroyable, c'est ouf. Pour les policiers, EML, c'est une énigme. Il faut qu'on décode ces 3 lettres. Qui se cache derrière ces 3 lettres? C'est Laura, la compagne de José Barrère, qui va leur apporter une réponse. Ils m'ont demandé est-ce que vous avez une idée. Tout de suite, j'ai dit oui. Bien sûr, son ex. Émilie Viseur. Ah, voilà. Donc EML, c'est donc les 3 lettres qui font partie du prénom d'Émilie. Émilie Viseur est désignée comme la meurtrière. Oh, j'avais pas fait le rapprochement. C'est la fameuse amie du clown. Ouah, tout est lié. Ouah, c'est ouf. Par son ex-compagnon en personne. Incroyable, car souvenez-vous, Émilie Viseur, c'est aussi cette femme qui sert d'alibi à Véronique Pierret. Elles se sont couvertes toutes les deux. C'est incroyable. Incroyable. Incroyablement vicieux, ce que je veux dire. C'est incroyable. Tout est lié. Et en plus, elles font ça dans les mêmes 24 heures. Elles sont pas futuites. Hein. Autre crime, celui de Dominique Laplace. Laurent, donc la nouvelle compagne, désigne Émilie Viseur comme étant la seule qui pourrait en vouloir à José. Et Laura de raconter aux enquêteurs que depuis leur séparation, José et son ex-femme se livraient une guerre sans merci à propos de la garde de leur dernier enfant. Oh là là, c'est un gosse. Ils se disputaient la garde de leur dernier enfant. On était sur une situation très très conflictuelle les concernant. Depuis qu'ils s'étaient séparés, lui pourrissait la vie bien comme il faut. On n'avait aucun problème avec personne. J'avais raison de dire qu'elle était sombre, cette fille aussi. Hein. Je savais, là par contre, j'étais même pas au courant que c'était une ex. Hein. J'avais raison. Hein. Juste avec son ex. Alors, résumons. Je vais en faire des cauchemars. Elle est horrible. Elle fait peur. Oh là là, mon Dieu. Oh, regarde noir. Oh là 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 là. Ça va aller en enfer. Hein. Cette affaire hors norme. 2 amis assoiffés de vengeance. Toutes les 2 soupçonnées d'avoir supprimé leurs ex. Les enquêteurs se demandent si les 2 affaires ne sont pas liées. Eh oui. On a quand même, à 24 heures d'intervalle, 2 hommes qui sont assassinés à leur domicile. 2 enquêtes distinctes qui soupçonnent les 2 ex. Et il se trouve que les 2 ex sont ensemble les 2 soirs où les crimes ont été commis. Comme par hasard. C'est quand même énorme. C'est énorme. Arrêtez avec cette photo. Pas une coïncidence. Là, à ce niveau-là, il n'y a plus de coïncidence. Là, vraiment, là, tous les curseurs sont orientés vers ce duo. On a le sentiment que donc, les 2 femmes, Émilie Viseur et Véronique Pierret, auraient pactisé pour effectivement tuer leurs ex respectifs. Je t'aide, tu m'aides, on se débarrasse de nos ex. Un duo criminel pour éliminer 2 ex-compagnons gênants. Le scénario semble limpide. Et pourtant, les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir qu'ils sont encore loin de la terrible vérité. Ah bon? Le 20 novembre 2013, Véronique Pierret et Émilie Viseur sont placés en garde à vue. Les 2 suspectes sont auditionnés dans des salles différentes. Et d'emblée, les 2 femmes sont catégoriques. Elles ont intérêt d'avoir un truc en béton. Hein. D'avoir bien Elles vont immédiatement contester toute implication. Elles n'ont absolument rien à voir dans le décès de José Barrère et dans celui de Dominique Laplace. Alors les gendarmes décident de mettre la pression sur celle qui leur semble la plus fragile, la jeune mère de famille, Émilie Viseur. Le maillon faible, s'il y en a un, c'est plus Émilie Viseur. Donc Émilie, oui, c'est vrai, c'est une petite femme, fragile, en tout cas, elle veut se faire passer pour... Elle paraît moins forte que le clown, effectivement. Elle paraît plus frêle. Pour cela. Et les gendarmes ont eu raison, car après 10 heures d'audition seulement, la compagne de Mallory craque. Elle va spontanément dire aux enquêteurs « j'ai quelque chose à vous dire », voilà. Ah, les enquêteurs lui diront « on vous écoute, Madame Viseur, qu'avez-vous à nous dire ?» Et à ce moment-là, elle va dire « je sais qui a tué José Barrère et Dominique Laplace. » Et chose incroyable, Émilie... Vous le sentez venir? Qu'elle va dire que c'est le clown qui a tué les 2?
Viseur va révéler que les 2 meurtres ont bien été commis par un duo, mais ce n'est pas celui que les enquêteurs soupçonnent. Voici ce que la jeune femme déclare. Dis-moi tout. Je sais des choses graves. Mallory m'a avoué qu'il avait tué Dominique avec sa tante, Véronique. Il m'a aussi dit que c'était eux qui avaient tué José Barrère. Donc Émilie nous déclare que M. Laplace a été tué par la Tata et Mallory, et José a été tué aussi par la Tata et Mallory, par les 2 mêmes personnes. Oh là là, c'est vraiment... Après, elle essaie de sauver son cul après, mais... Oh la pute, je suis désolé. Incroyable. Selon Émilie, ce serait donc Mallory, son compagnon, et Véronique Pierret, qui auraient tué les 2 hommes. Et ta balance, elle balance son mec. Si elle n'a rien dit jusque-là, c'est parce qu'elle avait peur des représailles. Mallory et Véronique ont été très clairs. Ils m'ont dit que si j'en parlais à qui que ce soit, ils s'en prendront à moi et à ma famille. D'après ses dires, d'après ses propos, la Tata et Mallory l'auraient menacée, elle, ainsi que son fils. Elle explique avoir été paniquée et avoir fait l'objet de nombreuses menaces. Émilie Viseur va dire « Je crains, j'ai peur ». Je crains pour ma vie. Mallory et sa tante Véronique seraient-ils les seuls responsables des 2 crimes? Oh, la tête de tétard. Le jour même, le jeune homme est entendu par les enquêteurs et ce qu'il va dire est tout simplement stupéfiant. Tu t'en fous là, tu la balances l'autre. Mallory va avouer qu'il est l'auteur des crimes, mais qu'il y a été contraint par Émilie Viseur et par Véronique Pierret. Dans ses explications, il se... Tout le monde essaie de couvrir tout le monde, j'ai l'impression. Positionne comme une victime. Selon Mallory, il a été manipulé par sa tante et par sa compagnon. Les 2 femmes ont atteint leur but, en fin de compte. Lui faire faire ce qu'elle voulait faire. Et voici l'incroyable accord qui aurait finalement mené à l'exécution des 2 ex-maris. Donc Émilie a demandé à Mallory Cubel d'aller tuer José Barrère. Émilie m'a dit « Je n'en peux plus, fais quelque chose, débarrasse-toi José ». Waouh. Ça c'est mettre le couteau sur la gorge. Oh là là, t'as été contraint. Mallory, ne se sentant pas capable de faire ça seule, demande l'aide de sa tante, Véronique Pierret. C'est vraiment ça là, qui dit qu'il était contraint parce qu'elle a dit ça. Dis donc Pépère, on te dit de sauter d'un pont, tu sautes. T'es pas très intelligent mon grand, hein. Ancienne infirmière lui aurait alors proposé un marché inimaginable. Elle m'a dit « Écoute, si tu veux, je peux te donner un coup de main pour te débarrasser de ton mec. En échange, il faudra que tu m'aides à en faire disparaître un autre, mon ex. » Elle était déterminée à le tuer. C'est donnant. La seule condition qu'elle a donnée, c'était de se débarrasser d'abord de Dominique. Au lieu de trouver une réaction, je dirais, saine, naturelle, c'est-à-dire, non, enfin, bon, vous êtes complètement fou, Véronique va avoir une réaction très curieuse en disant d'accord, oui, je comprends bien ton problème. D'accord, ça a l'air amusant ton jeu, allons-y. Écoute, je veux bien t'aider à condition que toi, en échange, tu m'aides à me débarrasser de mon ex. Alors, on s'imaginait un peu tout, mais pas ça. Comment on peut accepter d'aller tuer une personne en contrepartie d'un deuxième? Et là, c'est vrai qu'on a été un peu tous scotchés sur nos chaises. On s'est dit, waouh, c'est quand même fort de café, quoi. C'est de la marchandise, quoi. Comment on peut imaginer qu'elle va proposer un tel marché? Ah, mais est-ce que c'est vrai? C'est unique dans... Ça m'étonnerait pas, après, c'est le clown, donc c'est un clown. Oscar Bobby. Ça me choquerait pas. Les annales judiciaires, je crois que moi, j'ai jamais, en 38 ans de carrière, j'ai jamais vu un truc aussi fou, finalement. Le 22 novembre 2013, après 8 mois d'enquête, Mallory Cubel, Émilie Viseur et Véronique Pierret sont mis en examen pour double assassinat et complicité d'assassinat. Détention provisoire. Ils sont placés en détention provisoire. Pour les proches de Dominique Laplace, c'est le choc. Là, on se dit qu'on n'est plus dans la réalité, on se dit qu'on est dans une mauvaise série B, quoi, une mauvaise série américaine, quoi. Et si tout le monde était comme ces 2 femmes, les rues seraient jonchées de morts. C'est terrible quand même à penser que s'il n'y avait pas eu le 2e crime, on n'aurait jamais pu élucider l'assassinat de... Ah, c'est un peu con. Hein. Franchement, elles sont cons de l'avoir fait le même soir. Enfin, c'est débile. Enfin, pas le même soir, mais à 24 heures d'intervalle. Enfin, faut réfléchir, les filles. Un cerveau, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Dominique. Heureusement qu'elles sont cons. Ça a permis du coup d'élucider l'affaire assez vite. Heureusement, attention. Et voici, selon Mallory, comment le trio aurait organisé le meurtre de Dominique Laplace et celui de José Barrère. Dis-nous tout. C'est le jeudi 14 mars 2013
que les 3 comparses auraient décidé de mettre leur funeste plan à exécution. Un scénario machiavélique où chacun va avoir un rôle bien précis. Leur passage à l'acte est parfaitement bien orchestré. La Tata et Mallory, eux, sont chargés d'aller exécuter donc Dominique Laplace le jeudi et José Barrère le vendredi. Ouais, voilà. Quant à Émilie Viseur, elle doit servir d'alibi à ses 2 complices. Ah, c'est pas con, hein. Émilie, elle, ne participe pas physiquement donc aux 2 meurtres. Elle brouille les pistes avec les téléphones, donc en restant chez elle. Elle envoie des messages du portable de Mallory Cubel en se faisant passer pour lui. Le but d'Émilie, c'est de prouver que Mallory a toujours été avec elle. Elle fabrique l'alibi de Mallory, mais également celui de Véronique, puisqu'elle affirme qu'elles sont ensemble les 2 soirs. C'est bien pensé. Il est 22h lorsque Mallory se serait présenté chez sa tante pour éliminer la première cible du trio, Dominique Laplace. Donc quand il décide de passer à l'acte, Véronique émet une condition. Cette condition, c'est de commencer par Dominique et de faire Barrère ensuite. Donc il faut aller tuer Monsieur Laplace. Et selon Mallory, Véronique Pierret n'aurait rien laissé au hasard. Il y a 2 sacs, à l'intérieur desquels se trouvent des perruques, des bonnets. Ils se sont munis de gants. Des gants latex, des gants en laine. Ils avaient pensé à tout. Hein. Toujours. On va croire que je suis spécialiste du crime et que je suis moi-même criminel. Toujours mettre des surgants. Hein. Parce que les gants dans la poche, ou peu importe où on les met, ont toujours une trace de nous, de notre ADN, qu'avec des surgants qui sont stériles. Bon, j'en rentre de des tips là. Avec des gants stériles que tu sors vraiment d'un champ stérile, enfin d'un sachet stérile. Si tu mets en plus un surgant avec ça, bah là c'est gagné. Afin d'être sûr de ne pas être Donc elle connaît bien. Hein. Après elle est infirmière. Infirmière, tu as quand même des bonnes connaissances sur ça. Hein. Reconnue et de ne laisser absolument aucune trace. Aussitôt, la tante et son neveu prennent la route en direction du domicile de l'éducateur dans le petit village de Caumont. C'est Véronique Pierret qui va indiquer le chemin à prendre à son neveu, lequel conduit le véhicule automobile. Ils arrivent chez Dominique Laplace, ils se garent en bas de la rue. Véronique Pierret se dissimule à quelques mètres de la porte d'entrée. Elle porte une arme à la main, sa béquille. À l'intérieur, Dominique est paisiblement installé devant la télévision. Et pour le faire sortir de chez lui, là encore, Véronique Pierret aurait tout prévu. Dans l'assassinat de Dominique Laplace, Véronique n'aurait jamais pu se faire ouvrir la porte. Dominique la connaît par cœur, il la craint, et donc c'est Mallory qui va taper. Mallory frappe à la porte. Monsieur, il y a quelqu'un ? Dominique ne se doute pas un seul instant qu'il va tomber dans un piège mortel. Mallory prétexte qu'il a une panne de voiture. Il sait Voilà, le même procédé. Bon, en pleine nuit, je peux te dire que je ne sors pas. Hein. C'est dommage. Après, bon, chacun réagit différemment, tu vois, mais en pleine nuit, moi... Très bien que Dominique Laplace, c'est quelqu'un de sympathique qui va donc lui ouvrir la porte. Et c'est à ce moment-là donc, que Mallory poignarde en plein cœur à la place de Dominique. Ah, directement. Il lui laisse aucune chance. Donc du coup, effectivement, la Véronique, là, elle a bien la patte... une patte en moins, quoi. Elle est bien en béquille. Elle a juste utilisé le tétard pour poignarder le Dominique. D'accord. Le pauvre homme vient de décéder d'un coup en plein cœur. Et puis ça, c'est fatal. Hein. Et Mallory de poursuivre que sa tante serait alors rentrée subitement dans une rage folle, comme si elle était possédée. Ça m'étonne pas, c'est un clown. Hein. Elle est en crise. Elle est hystérique. Donc une fois que Dominique est à terre, Véronique prend une des armes avec laquelle elle était venue et avec de la crosse, elle le frappe à plusieurs reprises à la tête. Et elle lui porte des coups, tu peux crever, crève. Ah oui. Après s'être déchaîné sur le cadavre de son ex... Il va être dans un sacré état, le crâne de ce petit Dominique, le pauvre. Véronique Pierret aurait félicité son neveu. Elle est heureuse, elle jubile. Elle jubile, elle embrasse Mallory. Merci mon chéri, je vais maintenant dormir tranquille. Voilà. Voilà Véronique Pierret. Psychopathe. Ne resterait plus aux 2 complices qu'à éliminer les preuves gênantes. En chemin, il s'arrête en forêt de Saint-Gobain, dans un petit chemin de terre. Et là, il décide donc de brûler les vêtements. Donc il brûle les chaussures, le blouson, le pantalon. Pour ne laisser aucune trace. Classique. Malgré ce crime odieux,
Le pacte reste scellé et c'est comme convenu que 24 heures plus tard, le trio aurait récidivé. Cette fois-ci, c'est au tour de José Barrère, l'ex d'Émilie Viseur. Et là encore, le plan mis en place par les 3 criminels fait froid dans le dos. Bah c'est du coup quasiment le même, non? Bis repetita, le lendemain, ouais, voilà. Il faut aller au bout du pacte criminel. Ah bah là, ça a bien débuté déjà. Véronique Pierret va au domicile d'Émilie Viseur pour récupérer Mallory Cubel. Mallory Cubel donc, suit la tata. Ils se rendent au domicile de Barrère-José. Là, donc, ils se garent à proximité du domicile et donc descendent du véhicule. Cette fois-ci, c'est Véronique Pierret qui aurait servi d'appât. Et pour faire sortir le tatoueur, elle va utiliser un prétexte imparable. La panne. Et donc la tata frappe au volet et dit clairement qu'elle a rayé la voiture, qu'il faut faire un constat. Si on vient taper à ma porte à minuit ou à 1h du matin et que quelqu'un me dit, une femme de surcroît me dit « j'ai tamponné votre voiture », je sors. Tout le monde sort. Non. C'est non. Je ne sors pas. Je lui demande, va prendre une photo de ma voiture, tu me montres les dégâts. Après, elle peut l'avoir vraiment fait et me baiser la gueule. J'avoue, c'est un dax. Ouais, j'avoue. C'est là où elles sont fortes. Ouais. José Barrère, malheureusement, ne va pas se méfier. À ce moment-là, il va suivre Véronique Pierret, qui va le mener à Mallory Cubel, qui lui tire une balle en pleine tête. Mais le coup de feu, personne n'a entendu, c'est ça que je comprends pas là. Les 2 repartent en voiture et s'échappent de la maison. Sur le chemin du retour, encore une fois, ils vont brûler leurs vêtements et se débarrasser des armes afin de ne laisser aucune trace. Trio machiavélique, peut-être. C'est un scénario intelligent et remarquable. On peut pas le nier. Hein. C'est un scénario presque parfait. Hein. Dans ma carrière de policier, 2 femmes comme ça, aussi machiavéliques, c'est une première. Alors oui, elles sont machiavéliques, mais là, le clown là, mais on est au summum. Pareil, oui, effectivement, j'ai jamais entendu ça. Une femme aussi, dans les affaires criminelles, attention, aussi intelligente pour mettre en place tout ça, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en vêtements, les gants, les surgants, la cagoule, la capuche, brûler ses vêtements après. L'idée de la panne, tout ça, c'est pas, ça vient d'elle, hein, ça vient pas de la gothique. Hein. Il y en a une qui est plus machiavélique que l'autre. Alors l'autre, elle a quand même l'idée de dire, ok, faut que tu tues mon ex, on est d'accord. Mais l'autre, j'ai jamais découvert un tel scénario. Ah, là, c'est vraiment, c'est du haut vol. Il reste pourtant une énigme dans cette affaire. Pourquoi Émilie Viseur et Véronique Pierret seraient-elles rentrées dans cette folie meurtrière? Pour Véronique Pierret, le mobile serait la jalousie. Oui, Véronique Pierret, que l'amour de sa vie soit de nouveau heureux, qu'il soit heureux en couple avec quelqu'un, que ce quelqu'un, c'est pas elle. Je pense que là, pour elle, c'était insurmontable. Là, elle a compris que tout était vraiment terminé, quoi. Ça ne peut pas l'accepter. Donc le prix à payer, c'est cela. C'est la vie. Elle lui retire. Alors, c'est ce que j'avais dit. Quant à Émilie Viseur, en mère possessive, elle aurait décidé d'éliminer José Barrère pour ne pas avoir à partager la garde de leur fils. Émilie Viseur, elle a été condamnée pour non-présentation d'enfant. Elle était obligée, de par un courrier, de présenter son fils. Donc José avait de nouveau le droit de garde. L'échéance était là. Elle ne pouvait plus échapper aux foudres de la justice. Il fallait se débarrasser de José pour qu'il ne rencontre pas. Au moins, Émilie était tranquille. José ne verrait plus son fils. Ça, c'est efficace. Elle en aurait la garde. Un peu trop. Trop extrême. Le 14 novembre 2016, à Laon, s'ouvre le procès d'Émilie Viseur, de Véronique Pierret. Attends. À Laon, s'ouvre le procès. Le 14 novembre 2016, à 3 ans après, vous avez vu comment elles ont dépéri. Après, c'est 3 ans de détention provisoire, donc forcément, tu dépéris. Mais je les reconnaîtrais pas, hein. Surtout la Véronique. S'ouvre le procès d'Émilie Viseur, de Véronique Pierret et de Mallory Cubel. Pour les accusés, l'enjeu est énorme. Ils risquent tous les 3 la prison à vie. Première surprise. Dans le box, une chaise reste vide. Ah oui. Celle de Mallory, le bras armé des 2 femmes. Il faut savoir que Mallory Cubel, après 10 mois de détention, a décidé de se pendre dans sa cellule.
Mallory a expliqué, avant de mettre fin à ses jours, qu'il ne peut plus vivre avec ce qu'il a commis. Un sans-couille jusqu'au bout. Un sans-couille jusqu'au bout, c'est tout ce que j'ai à dire. Le poids de ses remords est tellement lourd qu'effectivement, il ne voit pas d'autre issue que la mort. Pour Laura, la compagne de José et sa famille, ici à droite. Mais aussi pour les membres de la famille Laplace, les vrais coupables de l'assassinat de José et Dominique sont bien présentes. Oh là là, ils ont vraiment changé. Ça fait 3 ans et demi que nous attendons. La Émilie, là, elle regarde même pas dans les yeux. Assume, connasse. C'est tout ce que j'ai dit. Et pendant ces 3 ans, on a vécu à côté de nous, quoi. C'était... Voilà. On n'attendait que ça. J'espère entendre un semblant de vérité. J'espère que les jurés, tout le monde va pouvoir se rendre compte du machiavélisme de ces 2 femmes. Pour moi, le verdict ne peut pas être autrement que la perpétuité. Dans la logique, hein. Surtout que là, il y a assassinat. Il y a complicité. Il peut y avoir quoi d'autre? Assassinat déjà et complicité, c'est déjà pas mal. Hein. On verra ce qu'il va nous mettre d'autre. Les familles des victimes l'ignorent encore, mais elles ne sont pas au bout de leur peine. Car bien qu'elles risquent la prison à vie, les 2 accusés vont se comporter de manière particulièrement odieuse. Ça se voit. Hein. Véronique Pierret, c'était une star. Elle envoyait des baisers à son entourage, comme une comédienne, quoi. Comme quand on reçoit les Oscars. C'est indécent. C'est une psychopathe, c'est ce que je dis, c'est une psychopathe. Et tout simplement écœurant. Ah oui, complètement. Risquer la perpétuité et faire des sourires, faire des saluts. On est stupéfait. Hein. De son côté, Émilie Viseur va jouer un autre rôle tout aussi insupportable pour les familles des 2 victimes. Émilie Viseur, elle a compris comment ça marche. Hein. Elle joue la corde sensible. Pendant le procès, c'était petite voix, recroquevillée. Elle regarde ses chaussures, elle pleure un peu. À croire que, oui, elle a rien fait. Elle est dans la manipulation, elle est dans le mensonge. C'est une réalité. Pour les familles éplorées, le pire reste à venir. Car Véronique Pierret et Émilie Viseur ont décidé de profiter de l'absence de Mallory pour lui faire porter l'entière responsabilité des 2 crimes. Elles sont malinx. La position d'Émilie Viseur au procès, c'est de dire qu'elle n'y est pour rien, qu'elle ne savait rien et que c'est Mallory qui a orchestré tout ça avec Véronique. Quant à Véronique Pierret, voici l'histoire totalement improbable qu'elle va livrer aux jurés. Pour Dominique Laplace, elle souhaitait simplement discuter avec lui. Et pour José Barrère, il s'agissait seulement de récupérer des effets personnels à Émilie Viseur. Elle ne connaissait pas les intentions de son neveu. Il a pété les plombs 2 soirs de suite et curieusement, elle était présente à côté de lui à ce moment-là, à chaque fois. Un dérapage d'accord, mais pas 2, quoi. C'est complètement improbable. Tu peux faire un dérapage, mais pas à 15. Bon, bref. Probable, c'est même pas discutable, si vous voulez. Non. Et à l'occasion d'une ultime provocation, Véronique Pierret va réserver aux proches de Dominique le clou de son spectacle. Et c'est là qu'elle va, devant la cour, devant la famille de Dominique Laplace, dire ce que je veux déclarer, ce que je veux révéler, c'est qu'avant de mourir, Dominique s'est tourné vers moi et m'a demandé pardon ma chérie, elle m'a dit je t'aime. Dominique s'est même excusé de ce qui lui est arrivé. Dominique lui demande pardon alors qu'elle vient de le tuer, quoi. Pardon ma chérie, je t'aime, non mais... C'est un cauchemar. Faut qu'elle meure, elle. Hein. C'est tout. Hein. Ça a été pour moi, ça a été le trop, quoi. Après 2 semaines de procès, le verdict tombe. Perpète, j'espère. Véronique Pierret et Émilie Viseur sont reconnues toutes les 2 coupables de complicité d'assassinat sur José Barrère et Dominique Laplace. J'ai rien oublié. Assassinat et complicité. J'avais bon. Voilà, du coup, ça fait perpète. Hein. Perpète avec une... même sans durée de sûreté. Le verdict est tombé, la sentence est tombée. 20 ans de réclusion criminelle pour Véronique Pierret, 10 ans pour Émilie Viseur. Je pense que 20 ans pour Véronique Pierret s'explique par le fait qu'elle était présente sur les 2 scènes de crime. Non, elle y va jusqu'au bout. Quand Mallory tape à la porte, elle sait ce qui va se passer. Et là encore, elle peut dire, bon allez viens, on s'en va. Elle le fait pas, elle le laisse tuer.
Et pire encore, elle s'acharne à coups de crosse sur la tête. Et 24 heures... Et ça, l'autopsie, elle l'a dit, ça, j'ai pas souvenir qu'il l'ait dit, si l'autopsie avait révélé qu'il y avait eu des coups de crosse qui avaient été mis. Donc si l'autopsie a révélé, effectivement, là, ça tient clairement debout. Après, on recommence. Sans doute que les jurés et la cour ont estimé que Émilie Viseur n'était pas sur les 2 scènes de crime et que dans ces conditions, il devait être fait une différence au niveau de la sanction. Véronique Piret et Émilie Viseur ne font 20 ans pour le clown, elle va mourir là-dedans, quoi. C'est comme s'il avait pris perpète. Hein. pas appel du verdict. Finalement, c'est peut-être la première fois depuis 4 ans que les 2 femmes assument leurs responsabilités dans ces 2 affaires. Mais pour les familles des victimes, aucune des 2 sentences n'est satisfaisante. Pour elles, la peine n'est pas à la hauteur du crime de José Barrère et de Dominique Laplace. Je savais que j'allais pas être contente. Que ça ne se ferait jamais. Ce sera jamais assez. Mais à ce point-là... Ah, c'est ouais, j'avoue. 10 ans. C'est quoi 10 ans? Il restait 10 ans à vivre à José? Non, je crois pas, moi. Quand j'ai entendu 20 ans, j'ai dit, on vient d'assassiner mon petit frère une 2e fois. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est pas énorme, 20 ans après, elle est vieille. Les accusés transférés en prison. Reste maintenant le plus difficile, vivre à jamais avec l'absence des victimes. Il me manque beaucoup à la famille. Eh oui. Son rire. Et quand il me disait « Ma sœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime », et qu'il me prenait dans ses bras. C'est ça qui me manque le plus. Aïe. Et ben pour une première, c'est pas mal. C'est une des enquêtes les plus fourbes que j'ai jamais entendues, honnêtement. En termes de psychopathie, des bisous. Et je vous dis, bah plus, voilà, des bisous.